La France a décidé de changer d'air et de s'équiper d'un logiciel de reconnaissance faciale, un système censé nous simplifier la vie, mais qui inquiète beaucoup. Bonsoir Olivier Tesquet. Bonsoir. Vous êtes journaliste à Télérama, spécialiste des questions numériques. D'abord, en 2 mots, Olivier Tesquet, la reconnaissance faciale, c'est quoi ? La reconnaissance faciale, c'est la technologie qui va permettre de déterminer que vous êtes bien la personne que vous prétendez être. C'est avant tout pour vérifier l'identité d'une personne. Donc c'est une technologie qui est capable de repérer, définir des traits du visage en comparant des yeux, des bouches, des nez. C'est ça. En fait, ça fonctionne exactement sur le même principe que ce qu'on appelle les fiches anthropométriques inventées par Alphonse Bertillon, qui est l'inventeur finalement de la police judiciaire. Il y a bien longtemps. Au 19e siècle, et qui estimait qu'on pouvait justement identifier les criminels récidivistes en se basant sur 14 caractéristiques physiques, donc par exemple la distance entre les yeux, la taille du front, etc. Et donc les fiches anthropométriques de Bertillon, chemin faisant, sont devenues aujourd'hui, se généralisent à travers la reconnaissance faciale qui n'en est jamais que la version un peu modernisée. Un peu plus moderne. Le gouvernement a prévu justement d'utiliser cette reconnaissance faciale pour les services publics en ligne. Ça s'appelle, attention acronyme barbare, ALICEM, pour authentification en ligne certifiée sur mobile. Très concrètement, Olivier Tesquet, expliquez-nous comment ça va marcher. Là, on parle de sites comme les impôts ou se connecter sur le site de la sécurité sociale, par exemple. C'est-à-dire que vous allez vous connecter sur une plateforme qui va vous demander de prendre un selfie avec votre téléphone, qui va aussi vous demander de réaliser une petite vidéo en réalisant une série de gestes imposés, donc bouger la tête, lever un sourcil, etc., pour que ce soit un peu dynamique. Ensuite, ces informations-là sont transmises à l'Agence nationale des titres sécurisés qui s'assure que les informations que vous avez fournies, donc votre visage est bien conforme avec la base de données biométrique dans laquelle figure votre photo d'identité. Et ensuite, on vous délivre donc cette espèce de mot de passe qui va vous permettre de vous connecter à tout un tas de services. Vous vous dites que c'est une première en Europe et vous dites que la France a franchi une frontière. Pourquoi ? On a franchi une frontière parce que jusqu'à présent, la biométrie, qui est parmi toutes les technologies qui traitent des données personnelles, est la plus strictement encadrée parce que c'est la plus intime quelque part. C'est-à-dire que la biométrie, c'est les empreintes de nos doigts. Je crois qu'on a eu un exemple récent avec le faux Xavier Dupont de Ligonnès, où on se rend bien compte que ça touche quand même à l'intimité des personnes. C'est la même chose avec le visage. Et donc à partir du moment où on décide que la certification de l'identité, et demain peut-être tout un tas de dispositifs policiers, et je pense qu'on y reviendra, s'appuient sur l'authentification de ce visage, effectivement, on pénètre dans un nouveau territoire de la surveillance. Alors là, on dit que c'est une première en Europe, mais c'est déjà testé dans certains endroits en France, à Valenciennes, à Nice. Alors il y a des municipalités qui effectivement ont déjà noué des partenariats, souvent avec des industriels, et souvent d'ailleurs avec des industriels plutôt étrangers, pour expérimenter des systèmes de vidéoprotection, de vidéosurveillance intelligente. Donc effectivement, il y a Valenciennes avec le chinois Huawei, il y a Toulouse avec IBM, il y a Nice, qui est la ville la plus vidéosurveillée de France, donc c'est assez logique qu'il soit assez en pointe sur le sujet. Et donc on sent qu'il y a comme ça tout un tas de petites expérimentations et qui sont souvent très liées à des impératifs de sécurité publique. Donc encore une fois, on va avoir assez rapidement un glissement, où le débat en tout cas va se déporter vers des problématiques policières. Alors avant de parler justement en problématiques ou dérives policières, est-ce qu'il y a des atouts ? Puisque si ces villes-là le testent sur le terrain, j'imagine que dans certaines situations, ça permet d'avoir des informations nécessaires ? L'argument qui est invoqué, c'est exactement le même que sur le déploiement de la vidéosurveillance traditionnelle. C'est-à-dire que on va vous dire, on va surveiller l'espace public, donc ça va vous permettre de prévenir la menace terroriste, ça va vous permettre d'identifier des criminels, dans les écoles, de retrouver des suspects dans un braquage, j'en sais rien, si tant est qu'on ait des images. Ce qu'apporte la reconnaissance faciale, pour ceux qui la commercialisent en tout cas, et ceux qui s'en font les porte-étendards, c'est l'idée qu'on va pouvoir anticiper, on va pouvoir prédire. D'ailleurs, c'est assez drôle de regarder les slogans un peu des industriels qui œuvrent dans ce secteur-là. C'est toujours orienté vers le lendemain, c'est prédire l'avenir, c'est anticiper les comportements. Et donc, il y a cette idée qu'on va pouvoir, comme ça, deviner à travers toute une série de signaux des éléments constitutifs d'un comportement à risque. Il y a un exemple très simple. Il y a une société messine qui a
entrepris, démarché, on va dire, la mairie de Nice il y a quelques mois pour leur proposer un logiciel qui permettrait d'analyser les émotions des voyageurs du tramway à Nice. D'accord. Et donc, en analysant ces émotions, de déterminer si quelqu'un est une menace ou pas. On imagine assez bien qu'il peut y avoir un taux d'erreur assez incroyable sur ce type de technologie dont on sait finalement d'ailleurs assez peu de choses. Donc, en gros, c'est très intrusif, ce que vous dites. Est-ce qu'il y a un risque pour nos libertés? On ne peut pas s'empêcher de penser à Orwell, Big Brother, 1984. Alors évidemment, ça convoque tout un imaginaire collectif qui se rapporte à ça. Effectivement, Orwell, le télécran, on est dans cette vision complètement dystopique de la société. Je parlais tout à l'heure des fiches anthropométriques de Bertillon. Il faut quand même voir qu'en l'espace de pas très longtemps finalement, en l'espace de un siècle, même pas un siècle et demi, on est passé de mesures qui étaient réservées à des criminels récidivistes ou qui étaient testés sur des parties de la population qu'on estimait dangereuses. La biométrie, la première fois où ça a été testé par des autorités, c'était l'Empire britannique en Inde, c'était l'Empire colonial français en Indochine, où on relevait les empreintes des travailleurs sur place parce qu'on estimait qu'ils pouvaient être dangereux. Et on voit bien qu'on a glissé aujourd'hui dans un monde où ça s'applique à absolument tout le monde. Donc, quelque part, il faut aussi qu'on s'interroge collectivement sur ce que ça signifie de vivre dans une société où des dispositifs qui, avant ça, étaient réservés aux pauvres, stigmatisés, aux criminels, stigmatisés évidemment eux aussi, se déploient sur l'intégralité de la population. On sait qu'en Chine, c'est largement utilisé. Il va y avoir 600 millions de caméras dans le pays et c'est largement utilisé par la police. Est-ce que chez nous, du coup, les dérives sécuritaires et notamment l'utilisation de ces technologies par la police est une sorte d'évidence? Ça me semble inévitable. C'est-à-dire qu'à partir du moment où la reconnaissance faciale va s'inscrire dans la continuité de la vidéosurveillance, qui est quand même un argument sécuritaire, je ne vois pas très bien comment on va y échapper. Et d'ailleurs, je note quand même que les premiers à se saisir des problématiques autour de la reconnaissance faciale, c'est le ministère de l'Intérieur, c'est les industriels qui travaillent avec le ministère de l'Intérieur. Et je lisais une note il n'y a pas très longtemps d'un colonel du centre de recherche de l'école des officiers de la gendarmerie nationale qui disait ce qui est très bien avec la reconnaissance faciale. Bon, évidemment, il mettait en avant les risques pour les libertés, qu'il fallait trouver le juste équilibre, travailler sur l'acceptabilité, comme ils disent. Mais il disait, à condition d'avoir des algorithmes qui soient exempts de biais, on verra que c'est aussi déjà un problème, on va résoudre le problème des contrôles aux faciès parce qu'on aura un contrôle d'identité qui sera permanent et général. Et c'est concluant alors ça? Par exemple, il y a des études qui ont été faites à Londres, je crois que la police utilise ce type de technologie. Pour l'instant, justement, c'est l'un des problèmes de la reconnaissance faciale. C'est que c'est pas concluant. Le taux d'erreur, notamment ce qu'on appelle les faux positifs, c'est-à-dire que la machine va identifier quelqu'un comme un suspect alors qu'en fait cette personne ne l'est pas. La police britannique a accepté de travailler avec des chercheurs pour justement mesurer l'efficacité de l'outil qu'elle utilise. Et ils sont arrivés à un taux d'erreur de 80%. 80% de taux d'erreur. 80% de taux d'erreur, ce qui pour moi me semble un taux assez inacceptable en démocratie. C'est-à-dire que si vous prenez 100 personnes, vous allez vous tromper 80 fois. Donc ça me semble être un risque non négligeable. Et vous dites en plus que c'est, je vous cite, raciste, ce type de dispositif. Alors ça l'est pour une raison assez simple, c'est qu'en fait les technologies de reconnaissance faciale ont beaucoup plus de mal à reconnaître les visages de couleur, et notamment la population noire qui se retrouve très discriminée par ces dispositifs-là, sachant qu'elle est déjà discriminée socialement par tout un tas d'autres dispositifs policiers. Donc ces algorithmes-là ne font qu'amplifier le phénomène. Et du coup, effectivement, de la même manière qu'à travers tout un tas de pseudosciences au XIXe siècle, comme la phrénologie, où on estimait qu'on allait pouvoir calculer la dangerosité des individus parce qu'on allait étudier la forme de leur crâne ou, encore une fois, la distance entre leurs yeux ou je ne sais quoi, ça produisait une interprétation raciste de l'identité. La reconnaissance faciale produit, elle, une interprétation raciste du danger. Eh bien, merci. Encore beaucoup d'améliorations à voir, ça c'en est sûr. Merci à vous d'être venu sur notre plateau, Olivier Tesquet. Je rappelle que vous êtes spécialiste des questions numériques pour Télérama. Tout de suite, c'est dans l'air avec Caroline Roux qui revient sur le Brexit. Un accord a enfin été trouvé entre l'Union européenne et le Royaume-Uni. Alors, quels sont les contours de ce texte? Boris Johnson va-t-il réussir à convaincre le Parlement britannique de voter cet accord? Un énième rebondissement est-il possible? Les réponses tout de suite dans C'est dans l'air, intitulé ce soir Brexit. À qui profite le deal? Bonne émission.